bienvenue à tous, bienvenue au café Ma Boussole Aidant. Ma Boussole Aidant, c'est le site qui oriente ceux qui prennent soin d'un proche. On organise ces cafés à peu près tous les mois pour réunir notre communauté, pour échanger sur des sujets qui vous concernent et on essaye de réunir des acteurs qui peuvent vous apporter des réponses. Et moi, je m'appelle Marguerite et je serai chargée d'animer ce café. Donc, pour lancer ce café, aujourd'hui, on va parler de sport et handicap. C'est le bon moment parce que c'est la rentrée, c'est le moment où chacun s'affaire à lancer la rentrée scolaire, la reprise de l'activité après les vacances et souvent la question de qu'est-ce qu'on va faire comme activité extrascolaire ou extra-professionnelle. Et évidemment, le sport en fait partie. Le sport, c'est une super manière de garder une bonne condition physique, mais aussi un vecteur de sociabilisation, un vecteur d'amusement, un vecteur de bien-être et de confiance en soi. Et quand on redit ce sujet au handicap, évidemment, c'est d'autant plus vrai. Par contre, la difficulté, c'est que c'est malheureusement, comme pour d'autres sujets, parfois plus difficile de trouver une activité sportive quand on est en situation de handicap. Et les statistiques le disent parce que seuls 5% des personnes en situation de handicap pratiquent du sport en club quand c'est 20% pour le reste de la population. Donc, on est là pour en parler. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Johanna Zilberstein avec nous, qui est double championne de France de paradressage et en pleine qualification pour les Jeux paralympiques 2024. Donc, on pense bien à toi, Johanna. Et puis, Margot de Bézieux, qui travaille pour une association qui s'appelle Les Enfants de la Balle, qui accompagne des personnes en situation de handicap à faire du sport inclusif dans des clubs. Voilà, bienvenue à vous et on va commencer. Peut-être, Johanna, on va te laisser commencer. Toi, donc, tu pratiquais l'équitation avant que la maladie à la cheville que tu as se développe. Peut-être que déjà, tu pourras nous expliquer ce qu'est le paradressage, parce que je ne sais pas si tout le monde le sait, et puis nous raconter un petit peu ton parcours, comment ça s'est fait et comment d'une pratique de ta pratique du sport, tu as pu l'adapter à ton handicap. Bien sûr, bonjour Marguerite et bonjour à tous. Merci de me recevoir pour parler de sport et handicap. Oui, peut-être un petit mot sur le paradressage. C'est vrai que c'est pas le sport handi le plus connu au monde. C'est en fait la seule discipline équestre qui soit paralympique aujourd'hui. C'est le pendant du dressage chez les valides. Donc, si on veut faire un parallèle rapide, c'est comme du patinage artistique, mais avec un cheval. Ce sont des figures à réaliser sur une piste et qui sont notées de 0 à 10 par des juges. Et donc, le vainqueur, les vainqueurs, puisque c'est un sport de couple, sont le couple qui a réussi finalement, qui a eu le plus de bonnes notes, enfin les meilleures notes et la meilleure moyenne. Et ce pendant para permet du coup aux cavaliers en situation de handicap d'évoluer avec ce qu'on va appeler des aides compensatrices qui vont venir donc compenser les différents handicaps physiques. Alors pour le coup, le paradressage ne s'adresse vraiment qu'à des handicaps physiques. On a un pendant pour les handicaps à la tête qui existe, qui est pour le coup de l'équitation adaptée, mais il n'y a pas de compétition, en tout cas à très haut niveau. Et donc, ça permet d'avoir des aides qui vont compenser le handicap. Moi, par exemple, j'ai une jambe qui ne fonctionne pas, et donc à la place, j'ai une grande cravache qui va me permettre en fait d'utiliser finalement, de remplacer cette jambe qui ne fonctionne pas. Et j'ai également des étriers aimantés pour pouvoir garder donc le pied dans les étriers vu que je ne peux pas appuyer dessus. Voilà pourquoi c'est du paradressage. Et l'avantage chez nous, et ça doit exister dans les autres sports, c'est qu'en étant cavalier de paradressage, on peut tout à fait aller courir chez les valides avec les aides compensatoires qui nous sont autorisées. D'accord. Et tu as trouvé facilement, le lien s'est fait facilement pour toi avec ces dispositifs? Oui, ça se fait bien. Alors c'est pas toujours adapté, ça c'est peut-être, mais c'est pas spécifique au paradressage. Hein, c'est vraiment, c'est très difficile de faire des choses qui soient parfaites pour tous les handicaps, tellement ils sont différents Ouais. et tellement ils sont divers. Donc il y a eu quelques ajustements à faire, il y a eu beaucoup de recherches. Ouais. Par exemple, j'ai monté sans étrier pendant des années.
Et un jour, le comité paralympique, qui est donc représenté par la Fédération internationale, m'a dit « Eh oh, les étriers, c'est obligatoire !» Donc, il a fallu des mois et des mois de travail pour que ça s'adapte correctement. Mais bon, on est déjà très content de pouvoir, que ce dispositif existe et de pouvoir après aller monter chez les valides. C'est exceptionnel. J'ai fait le championnat de France pro valide cette année et c'est vraiment super quand on est en situation de handicap de se dire qu'on peut, le système permet d'aller concourir contre des gens valides. C'est extraordinaire. Super. Margot, toi, tu accompagnes beaucoup de familles, beaucoup de clubs sur ce sujet. Peut-être que tu peux nous donner en première approche ta vision. Qu'est-ce qui fait que c'est plus difficile en fait de trouver une activité physique quand on est en situation de handicap? Est-ce que c'est parce qu'il y a moins de clubs? Est-ce qu'il y a aussi des sujets un peu d'autocensure? Euh, comment ça se passe? Bonjour Marguerite, bonjour à tous aussi. Merci de cette invitation pour ce beau sujet qui est le sport et le handicap, un sujet qui me tient énormément à cœur et qui tient au cœur de l'association Les Enfants de la Balle. Oui, c'est difficile des deux côtés, comme tu l'as souligné, c'est qu'il y a des clubs, il y a quand même 300 000 clubs en France. Donc, il y a quand même des moyens existants pour pouvoir aller faire du sport. Mais ces clubs, c'est des clubs prévus et faits de base pour des personnes valides. Mais justement de pratiquer l'inclusion et ça permet que tout le monde puisse faire du sport dans ces 300 000 clubs en France. Mais malheureusement, beaucoup de clubs ont peur, n'ont pas les moyens ou même eux s'autocensurent finalement se disant on n'est pas capable, on ne se sent pas légitime d'inclure le handicap, de faire venir le handicap chez nous. Et en fait, nous, on est vraiment là pour justement les aider et les accompagner. Mais vraiment, oui, il y a une peur. Donc, il n'y a même pas un manque de structure. C'est vraiment une peur sur chaque personne. Après, quand c'est du handisport ou du sport adapté, là, oui, il y a un manque de structure, forcément. Il n'y a pas assez de place pour le nombre de handicaps, malheureusement. Et puis, comme disait Johanna, vu le nombre de handicaps différents qu'il y a, à chaque fois, c'est une adaptabilité, une différence à mettre en place et à chercher d'autres choses. Et il y a aussi, oui, une autocensure de la part des familles, de la part des enfants ou des personnes en situation de handicap en disant que on a tellement eu de rejet que encore une fois on va nous rejeter et on ne pourra pas être inclus dans un club de sport ou la peur justement de faire du sport. Oui, il y a une part d'autocensure notamment très forte chez les parents. Les parents ont énormément peur pour leurs enfants pour aller faire du sport. Nous, on travaille justement à essayer d'enlever ces peurs et de rassurer les familles sur tout ça parce que c'est vraiment un sujet qui fait ils se sont tellement pris déjà de refus à l'école ou pour aller dans des structures, etc., pour déjà inclure leur enfant ou même mettre leur enfant en institution, voilà, vraiment les faire tout simplement vivre. Ils sont déjà tellement pris de refus qu'ils ne pensent pas au sport. Nous, ça a commencé comme ça, l'association, c'est que c'était une maman qui n'avait jamais pensé au sport pour son enfant, alors qu'elle serait dit, ça aurait été magique qu'elle fasse du sport depuis toute petite et pas commencer à 20 ans à faire du sport. Donc voilà, c'est vraiment parti comme ça. Et vraiment, c'est l'autocensure de tous les côtés. Et nous, on est vraiment là pour essayer de rassurer tout le monde des deux parties, pour leur dire, voilà, on le fait et c'est possible. Donc, on se lance tous ensemble en France et partout. Et déjà, rien que là, ça participe. Et du coup, peut-être que tu peux nous expliquer comment vous fonctionnez? Oui, Qu'est-ce que vous faites? on travaille surtout avec les clubs parce que c'est vraiment eux, finalement, qui sont... Parce qu'une fois que les familles savent que le club est OK, que le club est sensibilisé, que le club a un peu une sorte de tampon OK inclusion, OK sport, OK handicap, les familles se sentent rassurées, ils vont très facilement. Mais le club, il faut vraiment aller les chercher, aller les motiver. Et surtout, et nous, ce qu'on aime bien faire, c'est sensibiliser chaque personne du club. Parce qu'il faut que la personne qui a l'accueil, le coach, le président du club, que ce soit vraiment une philosophie pour le club, que ce soit dans leurs valeurs, parce que si c'est un club qui n'est pas dans ses valeurs du handicap, de l'inclusion, du sport, même que le sport soit accessible à tous, ça ne va pas fonctionner parce que on sait tous, les personnes sur handicap sont plus sensibles, on ressent quand le rejet, donc forcément on travaille énormément là-dessus. Après, on leur fournit des outils et ça passe notamment par de la communication, par savoir dialoguer, savoir expliquer aux autres familles pour que tout le monde soit au courant. Et une fois que tout le monde est au courant et tout le monde est OK avec ça, ça roule très vite. Et ce qu'on fait aussi, c'est qu'on accole un adulte à côté de l'enfant.
comme un AVS à l'école, maintenant AESH, qu'on accole à côté de l'enfant. C'est comme un tuteur. Il va aider l'enfant à suivre les consignes, à rester concentré dans l'exercice et à s'intégrer et à s'inclure avec les autres enfants. C'est vraiment ça qu'on D'accord. cherche. Et ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle le sport inclusif. C'est-à-dire qu'on inclut un enfant en situation de handicap avec des enfants dits valides. D'accord. Et la Voilà. personne qui intervient aux côtés de l'enfant, c'est quelqu'un de votre asso? C'est quelqu'un de l'asso sportive? Ça vient de partout. On essaie vraiment de trouver de partout. Il y en a certains qui viennent de notre asso. Moi, je le fais en dehors de mes heures de travail, avec un petit Jules. Après, il y en a certains dans les clubs. Il y a quelqu'un qui se sent émerveillé par ce projet et qui a envie de donner de son temps à un enfant sur un handicap. Et des fois, ça vient de la famille. Un oncle, une tante, un parrain, une marraine qui a envie de passer encore plus de temps et de créer une autre relation avec l'enfant. Et c'est ce qui est vachement vecteur et performant pour l'enfant, parce que du coup, il y a un lien particulier avec cette personne. Et nous, de notre côté, on les forme, ces personnes-là, et on les suit tout au long du parcours d'inclusion pour les aider, les accompagner dans leur projet. Ok, très clair. Donc là, on est vraiment sur du sport inclusif, c'est-à-dire une personne en situation de handicap qui va rejoindre un club avec d'autres personnes valides. Il y a le sport inclusif, donc le sport adapté, le handisport. Est-ce que, Margot, Johanna, vous avez de quoi nous éclairer par rapport à tous ces jargons pour peut-être aider les familles qui sont concernées pour y voir plus clair? De notre côté, comme je vous le disais tout à l'heure, on fait la distinction entre handicap moteur et handicap cérébral. Le handisport s'adresse à un handicap moteur, l'équitation adaptée à un handicap cérébral. Le fait que le handisport soit paralympique et possède un circuit de haut niveau a fait qu'il s'est développé un peu plus vite. On est encore loin de l'avoir autant développé que le sport valide, que l'équitation valide, mais en tout cas, il a quand même une bonne longueur d'avance sur le sport adapté. Il est peut-être aussi plus facile à emmener dans tous les clubs, finalement, parce que peut-être un peu plus facile à encadrer dans certains cas. Mais les deux, en tout cas, se développent du côté de la fédération. Et du coup, concernant le sport inclusif, donc c'est quelque chose que nous, on met en place aux enfants de la balle et qu'en fait, beaucoup de clubs le font. On remarque que quand même beaucoup de clubs le font, mais le disent pas au grand jour, n'osent pas le dire. Donc nous aussi, on essaie de démocratiser ça un peu, de se le dire. Nous, notre objectif, c'est que ça soit au même plan que le handisport et le sport adapté. Parce que en fait, c'est aussi, après, c'est répondre aux demandes des familles, parce qu'il y a des familles qui ne veulent pas mettre leur enfant entre personnes en situation de handicap. Ils veulent vraiment l'inclusion jusqu'au bout. Ce qu'il n'y a pas toujours dans le sport adapté, parce que nous, en tout cas, ce qu'on connaît sur le sport adapté, c'est que souvent, ils mettent les enfants ou les personnes en situation de handicap cérébral entre elles. Et le handisport, heureusement, le handisport, maintenant, il y a aussi des passerelles avec les valides, et ça, c'est cool à entendre. Moi, j'aime bien quand on me dit ça, parce que c'est chouette et ça part par de l'inclusion. Parce que voilà, on veut être une société plus inclusive, et donc faut se lancer, il faut vivre ensemble. Et c'est tout ce que porte le sport inclusif, et vous entendrez encore plus parler dans quelques mois. On est vraiment en train d'essayer de promouvoir ce sujet-là, parce qu'il y a vraiment énormément de clubs qui le font, qui essayent, qui font des stages. Et vraiment, c'est vraiment dans l'air du temps, et c'est vraiment un mot qui va devenir à la mode. Et si je peux compléter la réponse de Margot, le sport inclusif, c'est vraiment, je pense, ce qui va porter tout l'avenir finalement du mariage sport et handicap, parce que c'est ce qui permet de changer déjà pas mal la vision sur le handicap. Il y a quelques années, le paradressage, pour les gens, pour la grande majorité des gens, c'était des gens en fauteuil qui bavaient, qu'on mettait sur des poneys et qui faisaient des tours de poney. C'est un peu cliché, mais c'est à peu près ça qui ressortait. Et aujourd'hui, ils se rendent compte qu'on peut faire plein de choses. Et finalement, les gens sont curieux de ça. Moi, je sais que quand je vais sur des compétitions valides, il y a beaucoup de gens qui viennent poser des questions finalement, et qui se rendent compte que c'est possible alors qu'ils pensaient que non, et que finalement c'est intéressant, ça ouvre beaucoup de perspectives, et il y a beaucoup de gens qui pourraient se mettre au sport alors qu'ils sont en situation de handicap.
Ouais, mais c'est vrai que on a parlé de censure. Margot, tu as dit même les clubs n'osent pas. Il y a un manque de visibilité et pourtant, ce que tu dis, Johanna, ça suscite de l'intérêt. Est-ce que tu penses, toi, que le fait qu'on parle, par exemple, des Jeux paralympiques, toi, du coup, qui est concerné au premier chef, est-ce que tu penses que ça joue un rôle, en fait, sur la capacité de créer, de défaire un peu les barrières ou les verrous qui font que les gens n'y vont pas? Je pense que clairement la visibilité des Jeux paralympiques, elle est très bonne pour ça, puisque des gens qui ne se seraient pas intéressés au handisport le reste de l'année y viennent. Avoir des athlètes qui finalement font des records aussi beaux, voire peut-être plus beaux que sur les Jeux olympiques, joue forcément. Ça montre aussi la diversité du handicap. Ça c'est plutôt chouette. J'ai ce souvenir des Jeux de Londres où quand on est arrivé à la gare pour les Jeux paralympiques, il y avait cette grande affiche qui disait « L'échauffement est terminé, passons au vrai sport ». C'était un petit clin d'œil amusant. Après, on peut déplorer évidemment la distinction entre Jeux olympiques et Jeux paralympiques, le fait que ce soit deux événements distincts, qu'il y ait ce laps de temps entre les deux, que les sponsors ne soient pas les mêmes, que les logos ne soient pas les mêmes. Bon, pour des raisons politiques, organisationnelles et de sponsoring, ça se défend, en tout cas pour l'instant. Peut-être qu'un jour, tout aura lieu en même temps. Mais en tout cas, les Jeux paralympiques sont clairement une très belle vitrine pour montrer tout ce que les personnes, même en situation de handicap, sont capables de faire. C'est vrai, là, je te rejoins sur que ce soit les projets d'inclusion, la visibilité. On sait que tant qu'on ne casse pas les tabous, casse pas les choses, en fait, on va renforcer. Enfin, les freins sont renforcés et il faut absolument rendre visible la diversité pour la normaliser. Mais je pense que Margot pourra compléter ça. Mais les freins qui existent aujourd'hui ne sont pas vraiment des freins de mauvaise volonté. Alors, il y a des personnes, hein, et je rencontre beaucoup d'organisateurs de concours quand je leur dis hey, on fait des épreuves para, qui me disent oh non, non, on n'en veut pas. Et puis qui trouvent toutes les excuses du monde pour ne pas le faire. Donc, il y a encore des gens comme ça, mais j'ai l'impression en tout cas que c'est une minorité et qu'effectivement, les freins qui existent sont plutôt beaucoup d'appréhension, beaucoup de méconnaissance. Il y a de la peur aussi, et finalement, c'est un peu normal parce que quand on dirige un club, qu'on est moniteur sportif, on prend la responsabilité des gens qui viennent pratiquer. Donc, il y a peut-être une peur de l'accident ou que les personnes se fassent mal. Donc, je la comprends, mais il faut maintenant donner un grand coup de poing là-dedans et montrer au monde entier que non, nous sommes des athlètes comme les autres. C'est exactement ça. Et tu as tout à fait raison, Johanna, sur ce que tu disais. Et c'est vrai que le Paralympique va justement aider à donner une autre image parce que moi, quand je rencontre des clubs, la première image, ils disent ah, c'est des enfants en fauteuil roulant. Bah non, en fait, il n'y a pas que ce type de handicap-là. Et en fait, finalement, c'est rendre visible l'invisible parce que beaucoup ne savent pas ce que c'est finalement le handicap et toutes les différences de handicap qui existent. Et du coup, c'est vraiment une peur chez les clubs. Et donc, de permettre de rendre tout ça visible, le handicap et le sport, va pouvoir permettre justement d'ouvrir encore plus les portes. Et c'est vrai qu'il y a surtout de la peur et très peu de non-volonté de la part des clubs. Ils ont tous envie, même trop envie des fois. Bon, alors du coup, on va rentrer dans le vif du sujet, dans le concret. Là, c'est la rentrée. Quelles questions se poser pour bien aborder ce sujet-là? Comment on peut trouver la bonne activité? Voilà, quel conseil vous donneriez là, aux familles? Je pense notamment aux mamans. Il y en a plusieurs avec qui on a interagi avant le café qui nous ont dit mince, je peux pas être là, mais dites-moi. En ce qui me concerne, la bonne activité, c'est celle qu'on a envie de faire, clairement, puisqu'il faut de toute façon qu'il y ait de l'envie, mais ça, qu'on soit en situation de handicap ou pas, pour qu'il y ait un peu de rigueur et un peu de constance. Après, moi, j'ai tendance à penser que les personnes sont celles qui se connaissent le mieux et qui connaissent le mieux leurs limites. Donc, de faire confiance à la personne en situation de handicap qui est concernée, qu'elle soit enfant, adolescente ou même adulte, pour faire ce qu'elle a envie, comme elle a en tout cas envie d'essayer de le faire.
C'est finalement une histoire d'adaptation constante. Il y a des handicaps qui sont évolutifs, il y en a qui ne le sont pas, et malgré tout, il y a toujours, et ça je le vois dans mon cas, mais même dans le cas des autres cavaliers de l'équipe de France, quel que soit le handicap et la gravité finalement du handicap, il y a des adaptations qui viennent tout le temps, parce qu'on se rend compte que finalement, peut-être qu'il vaut mieux faire comme ci que comme ça. C'est des petites choses, et ça, il faut vraiment pas hésiter à évoluer, à essayer, à faire. Et quand on a envie, on trouve toujours la solution. Par adressage, moi je joue aussi au golf. J'ai arrêté pendant 5 ans parce que c'était le mauvais pied sur lequel je m'appuyais quand je swingais. Et j'ai recommencé il y a 10 jours. Ça m'a pris 5 jours à chercher sur une jambe, sur la pointe des pieds, en sautant, en se baissant, enfin, plein de choses. Et finalement, j'ai fini par trouver la bonne technique. Il y a Je reste persuadée, peut-être que c'est une utopie, mais qu'il y a toujours une solution. Et ça demande juste un petit peu de temps pour trouver. Mais à partir du moment où il y a de la volonté, de l'envie, et que la personne, je pense, connaît ses limites, il n'y a pas plus de risques que pour n'importe quel pratiquant. Et est-ce qu'il y a des choses ou des impairs à éviter ou des choses à pas faire là, si on se met dans le cas concret de voilà, que ce soit trouver une activité, trouver un club, se lancer dans l'activité, convaincre éventuellement la structure. Quelles sont les choses à éviter? Pour ma part, je dirais alors surtout par rapport aux familles, de ne pas le dire trop vite à l'enfant. Surtout si c'est un sport qui lui donne envie. Comme je disais, Johanna, de toute façon, c'est l'envie la première des choses à checker. Mais justement, si c'est un enfant qui a énormément envie, c'est déjà de faire les recherches et de ne pas lui dire trop vite. Parce que c'est des enfants qui, du coup, peuvent énormément s'emballer. Et du coup, après, si c'est un club, malheureusement, qui dit non, parce que ça peut exister, ça peut être une déception pour l'enfant. Et après, c'est d'aller doucement avec les clubs, parce que justement, c'est des clubs qui ont peur, qui ne savent pas toujours. Et c'est surtout d'être le plus transparent possible sur le handicap, justement pour trouver la bonne solution et la bonne adaptabilité. Parce que si on ne dit pas tout, le club ne pourra pas connaître à 100% l'enfant. Et justement, c'est vraiment connaître l'enfant à 100% qui va permettre, ou même la personne de se connaître réellement par cœur pour pouvoir justement trouver la bonne solution, le bon cours, le bon sport, et vraiment trouver la solution. Il y a des enfants, ils n'ont pas besoin d'adultes, mais ils vont avoir besoin d'un enfant à côté d'eux, de créer un binôme avec un autre enfant, etc. Donc, c'est vraiment de prendre son temps et d'être transparent et de motiver le club. Et si vous n'y arrivez pas, nous, on est là, les enfants de la balle, pour aller le motiver à fond. On passe des heures dessus, donc il n'y a pas de souci. Ça serait même avec grand plaisir. Mais c'est vraiment prendre son temps. Nous, on y va vraiment doucement pour justement convaincre toutes les parties du club. Ok, c'est un bon conseil. Effectivement, je retire effectivement l'envie en tant que force motrice première. Et puis, derrière, prendre son temps, c'est, je crois aussi accepter la part d'inconnu qu'il y a derrière. Et de se dire qu'on ne va pas trouver forcément la solution tout de suite, mais qu'il faut y aller avec humilité, curiosité, aussi un peu le droit à l'erreur, j'imagine, le temps de trouver le bon modèle. C'est ça, le bon club, la bonne solution. Et si je pense à une famille là qui trouve pas d'asso autour d'elle là qui correspondrait, je sais pas, soit à l'envie de son enfant, parce que je me mets dans cette situation-là, soit il n'y a pas de pratique, ou c'est pas directement expliqué qu'il y a qui peuvent accepter des enfants en situation de handicap. Comment chercher, comment trouver? Il faut aller à leur rencontre, il faut aller au forum, il faut. Ça serait d'aller les rencontrer, c'est ça Ouais. le plus simple. De garder en tête que malheureusement ils peuvent dire non parce que on sait que ça peut être destructeur. Soit de passer aussi par les enfants de la balle, soit Ça a coupé, Margot. t'as Tu disais coupé. que si vous n'étiez pas présent sur l'implantation, il ne faut pas hésiter à vous contacter quand même, c'est ça? C'est ça, oui, ils nous est contacté quand même, par exemple en disant voilà, j'ai vu le club de foot à Limoges, ils ont une petite envie, ils hésitent. Nous on y va quoi, on va les contacter derrière et on les relance.
Voilà, mais c'est vraiment d'aller rencontrer les clubs et de leur expliquer. Et finalement, il y a quand même pas mal de clubs qui ont envie. Si vous y allez, on y va en douceur et ils ont tous envie. Et même avec vos enfants, ils ont envie. Et comment dépasser, il y a des familles qui nous ont partagé le fait que, voilà, qu'ils ont testé, bah, ça s'est mal passé, soit parce que le handicap n'a pas forcément bien été compris, ou il y avait des peurs derrière, et résultat, ça a fait un flop. Donc, l'enfant se retrouve à ne pas pratiquer d'activité sportive. Et là, c'est la rentrée. Comment on dépasse ce genre, comment on dépasse en fait un échec, si on peut l'appeler comme ça, hein. Changer de club, j'ai envie de dire. Même si si c'est un club qui a inclus l'enfant, ça veut dire qui a intégré l'enfant, ça veut dire qu'il avait envie, donc c'est déjà chouette. Donc c'est qu'ils avaient motivé, mais peut-être ils n'ont pas mis tous les moyens qu'il fallait, comme un adulte à côté, comme quelqu'un qui gérait le projet, parce que c'est vraiment un projet qui prend du temps, qui prend de l'énergie. Mais peut-être oui, c'est trouver un autre club pour justement aussi enlever cette peur et cette appréhension de ce club-là. Moi, je dirais ça en premier lieu, vraiment de changer du coup d'environnement, parce que même pour l'enfant, ce sera le plus simple. C'est changer d'environnement, de voir d'autres choses, peut-être de découvrir un autre sport. C'était peut-être pas le sport idéal. Voilà, mais d'y aller quand même, parce que le sport, c'est magique et finalement, ça fonctionne toujours à un moment donné. Toi, Johanna, est-ce que tu aurais un conseil? Moi, je rejoins complètement ce qu'a dit Margot, puisque j'allais dire réessayer, ce qui revient peut-être à changer de club. Mais moi, je reste persuadée qu'il y a toujours une solution, que ça peut parfois prendre un peu de temps de la trouver, mais il y a toujours moyen de faire. D'accord. On l'a abordé sous certains égards en fonction qu'on parle Ah, nous avons une question. Clémence? Bonjour, c'est pas une question, c'est juste une petite information par rapport à l'accès au club et aux difficultés que peuvent rencontrer ou les familles ou les clubs dans l'accueil de tous les enfants. C'est juste pour faire part d'un dispositif qui existe, qui s'appelle les pôles de ressources et d'appui enfance et handicap. Dans chaque département, normalement, il y a encore des départements où c'est en train de s'installer, chaque département dispose d'un pôle de ressources et d'appui qui sont là pour accompagner et les familles et les professionnels dans l'accueil de tous les enfants. Donc, on peut les pôles de ressources peuvent intervenir pour accompagner les équipes, que ce soit des clubs sportifs, des MJC ou autres, mais on peut aussi intervenir dans tout ce qui est club sportif. Voilà. Donc, effectivement, comme le disait Margot, changer de club parce que l'accueil n'est pas satisfaisant et on sent bien que voilà, on part pas sur de bonnes bases, mais aussi, on peut aussi solliciter ces pôles de ressources et d'appui pour travailler l'accueil de tous, penser des adaptations, des aménagements, des trucs et astuces pour faciliter l'accueil des enfants en situation de handicap. Voilà, et il y a beaucoup de choses, comme le disait Johanna, qui sont autour un peu des représentations, des peurs, des craintes, des préjugés. Et les pôles de ressources, ils peuvent aussi en amont travailler un peu aussi sur toutes ces petites choses. Et parfois, il suffit de pas grand-chose, en fait, pour faire tomber les barrières et les freins. Est-ce qu'il y a Merci beaucoup, hein, Clémence, pour cet apport. Est-ce qu'il y a des représentations, des barrières à aussi aller chercher à faire tomber, ou en tout cas à travailler vis-à-vis des autres membres, enfin, des autres, soit des autres enfants, soit des autres pratiquants de l'activité sportive? Alors, du côté des enfants, c'est beaucoup plus simple, en fait. On s'aperçoit que les enfants, ils sont très naturels, ils seraient spontanés. Si on leur explique les choses simplement, ils vont les comprendre. On s'aperçoit que les représentations, elles se construisent plutôt en grandissant, en fait, et que oui, sensibiliser les autres parents ou les autres participants au club, oui, ça peut aussi être intéressant. Voilà, après, il y a des choses qui peuvent se faire dès la réflexion, en fait, sans forcément être déjà dans un accueil de base, en fait, puisque légalement, toute structure doit accueillir tous les enfants. Donc, ça doit être réfléchi, pensé dès le projet initial de l'établissement. Et après, il y a des choses qui peuvent être mises en place au moment où on accueille et que là, on a vraiment envie de mettre les conditions satisfaisantes et de retravailler ces questions-là à ce moment-là.
Il y a Ok. des initiatives qui sont plutôt sympas. J'ai assisté à la journée olympique dans un établissement qui était une école primaire près de Valence, où les enfants ont été initiés finalement au sport en situation de handicap. Donc on les a mis dans des fauteuils où on leur a bandé les yeux et on leur a fait faire des activités. Et de cette façon, ils ont pu se rendre compte finalement des difficultés, mais aussi des solutions qui pouvaient s'appliquer. Et comme le disait Clémence, les enfants sont de toute façon très ouverts, très nature et ils accueillent vraiment ça plutôt très bien. Ils ont un sens de l'entraide qui est assez formidable et sont plutôt des bonnes initiatives pour les sensibiliser au fait que même s'ils ont un camarade qui est différent, et ben, il peut tout à fait jouer avec eux. Et, et du coup, ça m'amène une autre question que j'avais, où du coup là, ce travail de sensibilisation et en tout cas d'adaptation, on l'a pas mal évoqué du point de vue du handicap physique ou moteur. Comment ça se passe quand on est plutôt sur un handicap psychique ou mental? Ça se passe aussi bien, ça se passe aussi D'accord. vite. C'est simple. Enfin, nous, c'est surtout aux enfants de la base, c'est surtout ça. Ouais, C'est surtout du handicap mental et psychique. On a beaucoup de trisomie 21, beaucoup d'autisme. d'accord. Et ça se passe tout aussi naturellement et tout aussi facilement, en fait, là. Du coup, vraiment, c'est pour ça qu'on accole un adulte à côté de cet enfant-là, pour vraiment le laisser concentrer. Peut-être que des enfants en, en handicap moteur, on mettrait peut-être pas un adulte à côté, mais ça reste dans le même cas où, justement, même les autres enfants vont très vite à l'inclure et à s'adapter à lui. Et ça développe même des capacités chez eux. Enfin, jusqu'à 6 ans, c'est très facile d'inclure. Enfin, il n'y a même pas de questions à se poser. Et même après, vu les générations qui arrivent, il y a même encore moins de questions à se poser. Ça va de plus en plus vite à inclure et c'est tout aussi simple. Nous, vraiment, on n'a jamais eu de soucis entre enfants et même avec les autres parents, on n'a vraiment jamais eu de mauvaises expériences. Ok. Du coup, ça veut dire quand il y a un accompagnement et que le cadre est bien posé, euh, les limites de chacun, les capacités de chacun, et que ça se fasse dans le temps, en tout cas de prendre le temps, ça se passe bien. C'est ça, exactement. Ok. Bon, c'est une super nouvelle. Quel conseil, Margot, tu donnerais à un club ou à une asso où une famille vient les voir pour s'engager dans ces projets? D'écouter, de se Ouais. mettre à la place de l'enfant, de ne pas oublier que c'est un enfant aussi, tout simplement. De vraiment de garder à l'esprit que, bah, oui, c'est un enfant et de se mettre un peu à sa place, de trouver ce qui peut le motiver, ce qui peut lui donner envie, ce qui peut. Voilà, et d'écouter la famille et de faire les choses tout simplement, en fait. De mon côté, je pense que j'arrive au bout des différentes questions que j'avais à vous poser. Peut-être avant de conclure, vous, si vous deviez, voilà, en synthèse, Johanna et Margot donner un conseil, soit à une personne en situation de handicap ou à ses parents, parce que c'est souvent la famille, c'est géré en famille. Qu'est-ce que vous diriez? Ne pas avoir peur. Mais ça, c'est valable pour tout le monde, c'est valable pour les personnes concernées et pour leurs accompagnants. Euh, je sais que dans mon cas, j'ai eu des parents qui étaient terrorisés à l'idée de me remettre sur un cheval alors que des fois j'avais même la jambe dans le plâtre. Il y a peut-être une petite part d'inconscience avec le recul, je m'en rends compte, mais ils m'ont toujours fait faire, ils ont toujours accepté. Et pourtant, on s'est retrouvé avec des certificats médicaux qui disaient que j'étais apte, mais dans certaines conditions. Enfin, c'était assez lunaire. Il y avait vraiment des situations un peu folles, mais ils ont toujours dit oui. Ils m'ont toujours laissé faire. Et c'est aussi ce qui m'a aidé à me construire en tant qu'adulte. Il ne faut pas négliger, en dehors évidemment des aspects et des bienfaits physiques, négliger tout ce que apporte aussi psychologiquement le sport à un enfant ou à un adolescent. Toutes les valeurs, tout ce lien que ça permet aussi de créer, tout ce que ça apprend, c'est capital et je reste persuadée que quelle que soit finalement sa condition physique, on peut faire du sport et même on doit faire du sport. Bah, écoutez, vraiment, merci à toutes les deux pour nous avoir donné un peu
ce regard de vos fenêtres, hein, parce qu'elles sont différentes, mais très complémentaires, on l'a vu, sur la pratique du sport et le handicap. On retient évidemment, Margot, ta proposition pour les familles qui nous écoutent, si elles ont besoin d'un conseil ou d'un accompagnement, qu'elles n'hésitent pas à frapper à la porte de ton asso, donc les enfants de la balle. Et ce que disait Clémence, il y a aussi les pôles de ressources et d'appui au sein des différents départements. Et puis, Johanna, merci pour ton témoignage qui est assez inspirant et on ne manquera pas de te suivre, de suivre tes aventures et tes compétitions. N'oubliez pas, ma boussole, je le précise parce que tu l'as évoqué, la mission de ma boussole, c'est rendre visible l'invisible, et c'est une citation que tu l'as évoquée tout à l'heure, Margot. Donc, voilà, nous, c'est vraiment la mission qu'on s'est donnée, où on essaye de montrer ce qui existe, montrer l'ensemble des professionnels, des structures, des initiatives qui existent. Et on en a évidemment sur le sujet du sport, des loisirs et de la convivialité. On a une rubrique entière sur le sujet. Donc, si vous êtes à la recherche de professionnels et de structures, on en a évidemment référencé. Et si vous identifiez que nous n'en avons pas, n'hésitez pas à nous contacter. On arrive à la fin de ce café Ma Boussole Aidant. Merci à toutes et tous. Merci à nos intervenantes, Johanna et Margot, pour ce beau moment passé ensemble. N'oubliez pas, on reposte tous nos cafés sur notre chaîne YouTube. Donc, si vous souhaitez les revisionner, enfin en tout cas les re-entendre, vous pouvez aller sur cette page. Et puis, évidemment, sur le site maboussoleaidant.fr, vous pouvez retrouver des solutions de convivialité et de loisirs en fonction de la situation de votre proche et puis de sa localisation. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour parler de répit. À très bientôt.